Bonjour chers amis. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet malheureusement méconnu dans le domaine de l'éducation traditionnelle, mais qui rendrait bien des services si on pouvait s'en préoccuper un peu. Dans l'évolution de l'enfant, il y a un certain nombre de stades, de passages et de crises. En réalité, il y a beaucoup de crises. Et on peut dire qu'il y a environ une crise tous les 3 ans. Il y a une crise à la fin de la 3e année, une crise au moment des 6 ans qui est un peu plus légère. Et puis, si tout le monde connaît la crise d'adolescence qui commence à la préadolescence à 12 ans, qui prend son ampleur maximale vers 15 ans pour se calmer un petit peu chez les filles aux alentours de 18 ans et nettement plus tard chez les garçons en général, il y a une crise qui passe inaperçue et qui est pourtant au moins aussi importante que la crise d'adolescence dans bien des domaines. Et particulièrement, elle est aussi importante en intensité pour l'enfant, puisque c'est devant la crise d'adolescence la période de la vie des enfants où l'on enregistre le plus de suicides. Alors qu'est-ce que c'est que cette crise des 9 ans? Elle est bien connue dans le monde de la pédagogie Waldorf, et elle est utilisée du moins la pédagogie est utilisée pour accompagner cette crise. Pendant toute sa petite enfance, jusqu'à 9 ans, l'enfant n'est pas encore complètement conscient de lui-même. Il ne se considère pas vraiment encore comme un individu. Alors, je parle là de l'enfant qui a un développement normal, c'est-à-dire qui a un développement selon la nature humaine. Nous verrons après que ça n'est plus toujours le cas pour tous les enfants actuellement, hélas, ce qui n'atténue pas les crises mais les intensifie considérablement. Pour un enfant qui a un développement naturel, c'est-à-dire qui est élevé en fonction de la progression naturelle de son développement. La première poussée d'incarnation du moi, la première conscience, prise de conscience, parce que le moi et la conscience sont quasiment des synonymes, le premier moment où l'enfant fait preuve d'une certaine conscience, c'est la crise des 3 ans. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que l'enfant commence à dire « je ». Jusque-là, l'enfant parle de lui à la 3e personne, comme Louis XIV. Pierre a faim, Paul a soif, Julie ne veut pas manger des endives. La crise des 3 ans, c'est la crise autour de laquelle, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, ça peut être pendant, toutes les dates que je vais vous donner ne sont pas absolument à prendre à la lettre. Les enfants ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. C'est à ce moment-là que l'enfant commence à dire « je ». C'est la première conscience du « je suis un individu ». Cependant, l'enfant, pendant de longues années, va continuer à se ressentir comme faisant partie du monde, et à juste titre d'ailleurs, puisque sur le plan spirituel, c'est exact. L'enfant va continuer à se situer sur le même plan que les objets et que les éléments naturels. Il n'est pas rare qu'un enfant vous dise « la table est méchante, elle m'a fait mal ». La plante est triste, regarde, elle pleure. L'enfant fait partie du monde, dans sa conscience. Il appartient au monde. Et je passe assez rapidement sur les 9 premières années de la vie parce que elles ne posent pas véritablement de problème. Il y a un petit moment un peu difficile autour de la 6e année, mais rien de grave. Par contre, la 9e année, qu'est-ce qu'elle a cette 9e année? Qu'est-ce qu'elle a cette crise entre 8 et 9 ans?
euh, en général, quand elle n'est pas devenue trop précoce par l'éducation, autour de 9 ans. Cette crise des 9 ans, c'est le moment où l'enfant se rend compte qu'il est tout seul, qu'il est un individu, et que le fait d'être un individu, ça veut dire qu'en fait, on est seul au monde. On peut avoir des amis, on peut avoir des parents, on peut avoir tout ce qu'on veut autour de soi, on est quand même tout seul. Et ça, c'est la caractéristique de l'individu. Et l'enfant, jusqu'à 9 ans, normalement, ne le sait pas. Il en prend conscience à 9 ans. À 9 ans, dans cette crise des 9 ans, il prend conscience aussi d'une deuxième chose très importante, en prenant conscience qu'il est un individu, il prend conscience qu'il est un individu mortel. Jusque-là, l'enfant a plutôt un bon rapport avec la mort. D'abord parce qu'il a encore un très bon lien au monde spirituel et que la mort pour lui n'est pas une fin. Pour peu qu'il n'ait pas des parents qui lui inculquent leurs croyances limitantes. À 9 ans, l'enfant se rend compte qu'il n'est pas éternel et que les gens autour de lui ne sont pas éternels. Quelquefois, il peut avoir vu mourir un grand-père, une grand-mère, et il se rend compte que l'être humain a une fin dans sa forme incarnée. Alors pour certains enfants, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. En général, ils posent des questions sur la mort à ce moment-là. Et si les parents accompagnent ça de manière juste, c'est-à-dire soit en ne disant rien s'ils ne savent rien, soit en disant à l'enfant que la mort est une transformation, comme il est en train, lui, d'en vivre une dans son enfance, de passer de chenille à chrysalide puis à papillon, eh bien, cette transformation à l'autre bout de la vie, c'est une transformation équivalente. Et les gens disparaissent de sa vue, les gens disparaissent de leur corps, mais il peut être encore en contact avec eux. La plupart des enfants sont en contact avec les défunts. Là où ça peut devenir dramatique, c'est lorsque des parents convaincus que la mort est une fin absolue avec la fin du corps physique disent à l'enfant « il n'y a rien après ». C'est la fin totale. Et là, l'enfant est déchiré entre ce qu'il ressent et ce que ses parents lui disent, parce que ses parents sont une référence. Et c'est le moment où ça peut commencer à devenir difficile entre les parents et les enfants. De toute façon, déjà au moment de la crise de 9 ans, comme au moment de l'adolescence, il y a une première remise en cause de l'autorité naturelle. Jusque-là, l'enfant respecte l'autorité naturelle pour peu que ce soit un adulte qui fasse autorité, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un de consistant, que ce soit quelqu'un qui soit cohérent, aligné entre ses pensées, ses paroles et ses actes, l'enfant respecte. Naturellement. Au moment de la crise des 9 ans, pas forcément. Avant les 9 ans, l'enfant avait besoin que tout soit beau et bon. Il fallait l'entourer de belles choses et de bonnes choses. Et ça suffisait à son bonheur et c'est ça qu'il construisait. À partir des 9 ans, l'enfant va commencer à basculer vers le mode de fonctionnement qui va s'exacerber à l'adolescence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? À l'adolescence, le jeune ne vous croira plus sur parole. Il ne croira plus ni ses parents ni ses professeurs sur parole. Il demandera des preuves. Il demandera qu'on lui prouve que c'est vrai. Et si on ne peut pas lui prouver que c'est vrai parce qu'on l'ignore et qu'on n'a pas de preuves, alors il demandera au moins qu'on lui prouve que c'est juste d'avoir l'attitude qu'on a. Et l'enfant, le jeune à ce moment-là, n'accordera son respect qu'aux gens qui seront capables de lui prouver le vrai et le juste. Les autres ne seront pas respectés. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés éducatives à l'heure actuelle. La crise des 9 ans est peut-être grave pour l'enfant. On la repère en tant que pédagogue quand l'enfant change véritablement de comportement,
Il, il était peut-être gai, insouciant, sautillant, souriant. Et d'un seul coup, on a affaire à un gamin qui se met tout seul dans son coin, qui, dans les récréations, ne veut plus jouer avec les autres, qui, quand on l'interroge et qu'il a confiance en vous, vous dit « j'ai plus d'amis, j'ai pas d'amis. Personne ne m'aime. Personne ne me comprend. » Ça, c'est typique de la crise des 9 ans. L'enfant découvre qu'il est seul, et il est dans une telle solitude au moment où il le découvre, qu'il n'arrive plus à établir le lien avec les autres. C'est provisoire, évidemment, et il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner en tant qu'adulte en lui disant qu'on a tous traversé cette crise et qu'on en est tous sortis, et qu'il a toujours autant d'amis qu'avant, c'est simplement qu'il les voit d'une manière différente, et que eux aussi, les amis du même âge, sont peut-être dans un certain mal-être. Alors il ne faut pas lui dire ça comme ça, bien sûr, on trouve les mots sur le moment, en fonction de l'enfant, en fonction de la façon dont il vous le dit, il faut rebondir sur ce que l'enfant dit, et non pas lui vendre un discours théorique, hein, c'est évident. C'est là toute la finesse de la qualité éducative, c'est d'arriver à prendre la vague de l'enfant, et à aller dans son sens. Il ne faut pas lui dire ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Il faut rentrer dans les portes qu'il ouvre. Voilà. C'est très difficile, évidemment. Ça suppose qu'en tant qu'adulte, on ait un sens profond du moi d'autrui et qu'on ne soit pas complètement égocentré. Ce qui est de plus en plus rare. Donc l'enfant de la crise des 9 ans, pendant quelques semaines pour certains, quelques mois pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 ans pour certains enfants très mélancoliques ou qui sont dans des conditions familiales difficiles. L'enfant va être grincheux, tout seul dans son coin, pas aimable avec les autres, pas forcément aimable avec vous, va vous envoyer peut-être promener en tant qu'éducateur, va pleurer beaucoup. Vous pouvez avoir des enfants qui font des crises de larmes incroyables, qui à la moindre chose, à le moindre détail qui va pas, ils prennent tout mal. C'est pas compliqué, ils prennent tout mal. Ils prennent tout personnellement. Alors là, les accords Toltec au panier, ils prennent tout personnellement. Tout ce que les autres font, c'est contre eux. Les autres sont pas gentils, ils leur en veulent, tout le monde les déteste, tout le monde est injuste avec eux, personne ne les comprend. C'est la répétition générale de la crise d'adolescence. La différence entre la crise des 9 ans et la crise d'adolescence, c'est que l'enfant est beaucoup plus fragile à 9 ans qu'à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, il y a une très forte poussée de l'individualité. Il y a une très forte poussée de l'astralité, et il y a une capacité de réflexion qui est justifiée à ce moment-là. Et à l'adolescence, on peut commencer à raisonner avec l'enfant, pas à 9 ans surtout pas. Plus on raisonne avec un enfant de 9 ans, plus on l'enfonce dans la crise. Alors cette crise des 9 ans, je continue à l'appeler la crise des 9 ans parce que c'est son nom traditionnel. On l'appelle aussi le passage de Rubicon parce que c'est vraiment alea jacta est, quoi. Le sort en est jeté, c'est maintenant que je passe chez les grands, c'est maintenant que je comprends. Cette crise des 9 ans, traditionnellement, elle arrivait à 9 ans. Et puis, de plus en plus, nous sommes dans une société où croyant bien faire, parce que les erreurs éducatives sont 9 fois sur 10 faites avec les meilleures intentions du monde. Vous savez que l'enfer en est pavé. Les parents croient que, et les éducateurs aussi, enfin les éducateurs pas tellement, mais les enseignants, les vrais pédagogues ne le croient pas, mais les enseignants le croient, que plus on tire un enfant vers le haut, plus on lui fait apprendre des choses précocement, plus on lui explique le pourquoi du comment de la chose, et plus on lui donne un bagage qui va lui permettre d'aller loin. C'est très exactement le contraire. Plus on fait fonctionner un enfant comme un bonsaï d'adulte, moins on le laisse fonctionner comme un enfant, moins on le laisse se construire, parce que l'enfant qui fonctionne normalement, qui joue, qui est insouciant, à qui on ne demande pas de choisir, à qui on n'explique pas les problèmes de la famille, à qui on n'infuse pas des raisonnements impossibles, tu comprends parce que, nana, bon, ils s'en foutent complètement le gamin.
Tout ce que ça fait, ça, c'est d'attirer plus précocement que voulu le développement de son corps astral. Donc le développement d'une certaine conscience. Sauf que le développement de cette conscience arrive à un moment où le reste de ses corps subtils et de son corps physique aussi ne sont pas suffisamment solides pour pouvoir la supporter. Trop de conscience, c'est mortifère, ça tue. C'est pour ça qu'on est obligé de dormir. Plus on est dans l'intellect, plus on est dans la conscience, plus on est fatigué, plus on doit dormir. L'enfant n'a pas à subir ça normalement. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où l'enfant doit apprendre à lire, à écrire, à compter et à raisonner de plus en plus tôt. Il faudrait que dans le berceau, et ça s'est fait d'ailleurs aux États-Unis, on lui mette l'alphabet au plafond du berceau pour qu'il surtout il prenne pas de retard. Il faut que l'enfant comprenne tout, il faut que l'enfant soit sur informatique, il faut que l'enfant réponde à des questions, que l'enfant réponde à des QCM. Et quand est-ce que l'enfant joue? Parce que le jeu, et particulièrement le jeu libre, et les psychologues sont tous d'accord là-dessus pourtant, c'est ce qui construit l'enfant. Or, les enfants n'ont plus la place de jouer. On leur fait faire trop d'activités. Toutes les activités qu'on fait faire aux enfants sont autant de morceaux d'intelligence qu'on leur coupe. Alors, c'est très difficile à entendre, ça. Surtout pour les parents qui se défoncent à passer des mercredis, des samedis, des dimanches et des vacances à faire 36 000 activités à leurs enfants en croyant que ça les éveille et que c'est génial et que ça leur plaît et qu'ils adorent. Ils adorent sûrement pour faire plaisir à leurs parents. Ça leur plaît peut-être sur le moment, mais ça prend une place incroyable dans leur intelligence, dans leur mémoire, et ça bouche tout, ça encrasse tout. Et au moment où ils vont avoir à faire fonctionner cette intelligence de manière personnelle, ben, ils n'y arriveront plus, toutes les places seront prises. Toutes les places seront bouchées par des trucs qu'on leur a collés artificiellement. Bon. C'est vrai que c'est très difficile pour des parents, je le reconnais, je me suis heurtée à ce problème de nombreuses fois. C'est très difficile pour des parents de faire vivre à leurs enfants une vie très différente de celle des gens qu'ils fréquentent. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit abruti par la télévision et que vous fréquentez des amis qui mettent leurs enfants sur la télévision 8 heures par jour, c'est très difficile pour vos enfants. Mais c'est pas la faute de vos enfants, c'est pas non plus la faute de vos amis, c'est la vôtre. Vous n'avez qu'à pas choisir des amis qui regardent la télévision alors que vous avez des enfants et que vous souhaitez qu'ils ne la voient pas. Pareil pour les consoles, pareil pour les films porno à la télé, parce que la plupart des enfants, je crois que 78% des enfants de moins de 11 ans ont déjà vu un film porno. Bon, voilà pourquoi, de nos jours, les enfants sont en difficulté plus tôt. Et voilà pourquoi la fameuse crise des 9 ans est plus grave, plus douloureuse et plus précoce. Il arrive que des enfants entrent en crise des 9 ans à 7 ans et demi, 8 ans maintenant. J'en ai vu. Alors, dans des familles très particulières. Des familles hyper intellectualisées, hyper surexcitées de l'activité et de la performance. Et tout ce qu'on arrive à faire dans ces cas-là, c'est exactement l'inverse. Un enfant à qui vous n'inculquez rien, que vous laissez jouer dans la boue, a de bonnes chances d'obtenir un doctorat. Un enfant à qui vous essayez de faire des exercices tous les soirs à la maison a de bonnes chances de péter un câble à 15-16 ans et de quitter l'école. Et de ne rien apprendre parce qu'il n'en aura pas envie, il n'en aura plus envie. La curiosité de l'enfant vient de sa virginité dans le domaine de la connaissance. Moins l'enfant en sait, moins on lui en apporte, plus il est curieux d'apprendre. C'est normal. L'apprentissage, ça fonctionne comme l'appétit. C'est un appétit. Si vous nourrissez votre enfant, comme c'est la mode maintenant, d'ailleurs ça commence dès le biberon, on vous dit il faut donner le biberon toutes les 3 heures. Pourquoi? Si au bout de 3 heures il n'a pas faim. C'était l'avantage de l'allaitement. L'enfant chouinait quand il avait faim. Et comme de toute façon, au bout d'1 heure ou 2, la mère, ou de 3, la mère n'avait pas encore suffisamment de lait, il fallait que le gamin attende.
Et donc, il était en désir d'absorber. Et il mangeait beaucoup mieux. Maintenant, on donne des biberons réguliers, donc on fait des obèses qui n'ont pas faim. Et comme ça se décalque sur la manière d'apprendre, la manière de manger ressemble à la manière d'apprendre, ou en tout cas la manière qu'on a d'apprendre ressemble à la manière de manger, eh bien, si un enfant a été habitué à déguster, il va déguster l'apprentissage. Si un enfant a été habitué à découvrir toutes les saveurs sans en rejeter aucune, il va découvrir toutes les matières scolaires. Si un enfant a été habitué à être gavé sur le plan de la nourriture et sur le plan des connaissances, il n'aura plus de curiosité, il n'aura plus de faim d'apprendre, il n'aura plus de soif de découvrir. Et quand il absorbera par habitude, ça ne lui portera pas profit. Il va développer une obésité d'information, mais aucune compréhension. C'est le risque. Bon, cette petite digression pour vous permettre de comprendre pourquoi les crises peuvent être considérablement accentuées par le modèle éducatif. Donc, pour en revenir à notre crise des 9 ans, on l'accompagne, cette crise, il est bon de toujours accompagner l'enfant par l'image. On l'accompagne dans certaines pédagogies, la pédagogie Waldorf que je vous citais tout à l'heure, c'est le moment où on raconte à l'enfant la Genèse. Non pas comme instruction religieuse, mais la Genèse qui raconte qu'Adam et Ève sont descendus du paradis où ils vivaient dans une totale insouciance et sont tombés sur terre, où ils se sont habillés de peau de bête, comprenez, ils se sont incarnés dans un corps de chair et d'os, et où on leur a dit, il va falloir gagner ton pain à la sueur de ton front. C'est la raison pour laquelle l'enfant n'est pas prêt avant 9 ans à fournir un travail, ni scolaire ni autre. Après 9 ans, il comprend que seul son travail, seul son effort à lui, va lui permettre d'acquérir quoi que ce soit. Et donc, la Genèse va l'aider. Adam et Ève qui descendent du paradis, ça va l'aider. C'est une image qui va l'aider à comprendre pourquoi il est en train de tomber sur terre, pourquoi il faut qu'il se mette à travailler. Les autres mythologies, petit à petit, vont aussi l'aider. La mythologie celtique a des éléments qui permettent de comprendre à l'enfant qui il est, d'où il vient et ce qu'il est venu faire. Et puis toutes les mythologies sont intéressantes, ça n'est pas le propos ici, mais les histoires, les contes, les légendes, à cet âge-là, toutes les légendes des gens qui ont eu une vie qui était un exemple. Alors ceux qui sont devenus des saints par la suite, des gens qui ont été des martyrs, des gens qui ont été tous les gens qui ont eu une vie difficile et qui, de cette vie difficile, ont tiré des bénéfices. Voilà. Il faut aider l'enfant en lui racontant les histoires de gens qui s'en sortent. Surtout ne pas lui dire que ce n'est rien, surtout ne pas lui dire que t'inquiète pas, ça va passer. Oui, c'est vrai, t'inquiète pas, ça va passer, mais il faut qu'on t'aide à passer ça. Et pour t'aider à passer ça, il faut que tu te rendes compte, toi, petit bonhomme qui est en pleine, ou petite bonne femme, qui est en pleine crise des 9 ans, et qui te croit tout seul, eh bien, il faut que tu te rendes compte qu'on est tous passés par là. On est tous passés par là. On était tous jusqu'au cou dans la crise. On avait tous l'impression qu'on s'en sortirait pas. On était tous malheureux. Et on s'en est tous sortis. On a tous grandi. On a tous grandi parce qu'on avait, de l'autre côté du fleuve, sur la rive, quelqu'un qui nous disait « Viens, je te tends la main, tu vas y arriver ». C'est ça qui est fondamental dans le rôle de l'éducateur,
c'est de ne pas porter l'enfant pour lui permettre de traverser la rivière. L'enfant doit la traverser tout seul. Ce Rubicon, il doit le traverser tout seul. Ce n'est pas à vous de le porter, ni en tant que parent, ni en tant qu'éducateur. Mais votre rôle est important. Il faut que vous soyez sur la rive, sur celle sur laquelle vous êtes arrivé, vous, parce que vous avez, vous, déjà traversé ce fleuve et beaucoup d'autres, et que vous lui disiez, viens, je t'attends, rejoins-moi, c'est ton chemin de grandir et de rejoindre les grandes personnes. C'est ton chemin, c'est notre chemin à tous, nous grandissons tous. Tu es en train de grandir, viens, rejoins-moi. Valoriser l'âge adulte, valoriser le grandissement. Je terminerai là-dessus, encore avec une dernière recommandation peut-être. Les enfants qui s'en sortent le mieux sont des enfants qui n'entendent pas toujours leurs parents se plaindre. Lorsque vous avez des parents qui se plaignent tous les matins en partant travailler en disant « Oh là là, le boulot, la barbe. Oh là là, les impôts, la barbe. Oh là là, machin, la barbe. » Quel est l'exemple qu'on donne à l'enfant quand on n'a pas de cœur à l'ouvrage, quand on n'a pas le courage d'aller travailler, quand on n'a pas le courage de faire face à ses difficultés, quand on n'a pas le courage de lutter contre telle ou telle chose, pour s'en sortir. Quelle est l'image qu'on donne à l'enfant? C'est que l'adulte est quelqu'un qui n'a que des problèmes, et qu'une vie d'adulte, c'est un truc complètement pourri, et que descendre du paradis de l'enfance pour aller vivre cette vie d'adulte pourrie, ben merci bien, j'en veux pas. Et les 78% de suicides, ils viennent de ça. Ils viennent du fait que ces enfants-là n'ont pas croisé des adultes qui sont des modèles et qui leur donnent envie de s'en sortir. Jamais en tant qu'adulte, vous ne devez donner l'impression à l'enfant que vous êtes invulnérable. Jamais vous ne devez lui donner l'impression que vous ne souffrez pas et que ça n'est pas difficile. Mais vous devez toujours lui donner l'impression que, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, que vous allez vous en sortir par la force de votre volonté. On peut dire à un enfant, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais tout faire pour m'en sortir. Il faut surtout pas dire à un enfant, je vais pas m'en sortir. On va pas y arriver. Ça, c'est le truc qu'il faut jamais dire à un enfant. Voilà. Donc la crise des 9 ans, bon courage quand on la laisse s'exprimer, quand on est un éducateur ou un parent attentif, c'est beaucoup de souffrance parce que l'enfant souffre énormément pendant cette crise. L'enfant est vraiment malheureux. Et eh bien, c'est toujours très difficile de voir souffrir son enfant ou les enfants dont on a la charge. Mais il faut surmonter ça pour pouvoir les accompagner. Je vous souhaite bon courage pour cette crise des 9 ans et on se retrouve un peu plus tard pour la crise d'adolescence. Au revoir.